avons-nous une opportunité d'investissement sur Global Payments? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, ici, je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander ici des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. OK? Donc, pour ça, vous passez par le lien en description de la vidéo. Donc, je dis bien Top Premium ici parce que présentement en vidéo, pour ceux qui vont cliquer sur le lien en description aujourd'hui, vous allez voir que c'est écrit Top Analyse. C'est la même chose. OK? Même dans ce service-là, les demandes quantitatives ici, vous avez la possibilité de le faire. Le Top Premium présentement... bon, c'est juste parce que j'ai l'habitude de le dire, hein. On va le dire comme ça, ok. Il existe toujours, mais il est fermé présentement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Top Premium, en fait, inclut généralement les 14 formations qui seront disponibles à la fin de ce mois-ci, ok, ainsi que les masterclass qui viennent avec. Sans compter ça, vous avez également comment on appelle ça, la possibilité d'avoir ici la watchlist ici privée, ainsi que le groupe privé. Bref, il y a beaucoup d'autres éléments. On en parlera un autre jour ici. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de Global Payments. C'est une compagnie que j'ai en portefeuille. Je préfère le mentionner. Donc, je serai un tout petit peu optimiste sur ce genre d'entreprise. OK? Donc, faites attention. Mais je vais m'arrêter sur les éléments quantitatifs. D'accord? Croissance des marges ici. On a à peu près des marges brutes qui restent stables. On va comparer ici avec les marges EBITDA. Croissance des marges EBITDA, stabilité sur les dernières années. OK. Ensuite, on regarde ici les net income et les free cash flow. Si les deux parlent le même langage. Pour cette compagnie, je vous conseille d'aller regarder directement les free cash flow. Ils sont bien plus élevés que les net income. Alors là, de très très loin. OK. Et ils représentent la véritable rentabilité de ce business-ci. Donc aujourd'hui, quand on dit quand on a une entreprise pareille, on ne va pas se limiter on va pas se limiter ici au bénéfice net actuel. OK. Je vais également regarder la dette nette sur EBITDA, histoire de voir si on a à peu près aux alentours de 3,8, parce que c'est une entreprise qui avait l'habitude de faire des acquisitions. Et ça se voit littéralement sur ce graphique-ci. OK? Donc, ensuite, on va aller regarder l'estimation des analystes par rapport à la croissance par rapport ici au free cash flow. Donc, conseil, free cash flow. J'aime bien regarder ça comme ça. Free cash flow, est-ce qu'on a cette information-là? Free cash flow. Alors, est-ce qu'on a l'information sur les free cash flow? Free cash flow. On peut prendre les net income ajustés, ça nous donne déjà une idée générale. OK. Donc, ici, je sais qu'on a des free cash flow quelque part, mais parfois, ce truc-là, c'est tellement long à les regarder. Voilà. Après, c'est pas plus grave que ça si on l'a pas ici. Donc, on a la marge déjà, on constate que la marge des bénéfices nets ajustés, c'est autre chose qui se rapproche des free cash flow, est de près de 30%. On s'attend à du 33% en moyenne. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si on reste à peu près sur une certaine moyenne. D'accord? Donc, pour le moment, je dirais oui. OK? Donc, ensuite, on va aller regarder les cash flows. Où sont les cash EPS? Alors, je pense pas, ils ne donnent pas les free cash flow ici. Ah, ça allait m'étonner. Si, on a les free cash flow. OK? Donc, on s'attend, les marges, on ne les a pas, mais on a à peu près une moyenne à venir. On sera aux alentours ici des 2 milliards. Donc, on va se dire qu'on sera aux alentours de 2 milliards 500 à 3 milliards par là. OK? Est-ce que c'est un business qui est prévisible? Parce que c'est bien de prendre l'estimation des analystes, mais est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions? Par rapport au free cash flow, 55% du temps ici, ils ont raison. OK. Et par rapport aux bénéfices nets ajustés, parce que les free cash flow, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir une dépense en capital de croissance ici, donc ce qui peut impacter les free cash flow de manière temporaire. Donc, par rapport aux bénéfices nets ajustés, 100% du temps, ils ont raison. Par rapport à l'EBITDA, ici, 100% du temps, ils ont raison. Donc, si je prends mes bénéfices nets ajustés ici, comme proxy pour les free cash flow, et qu'on se projette un tout petit peu au-delà de 2023. Nous avons une entreprise en date d'aujourd'hui, OK, qui avait tendance à s'échanger aux alentours de 25 fois les bénéfices. Aujourd'hui, on nous propose la même entité à 11 fois les bénéfices. OK, 11, je dis bien 11 fois les bénéfices. Si on se situe, voilà, avec la croissance attendue, la croissance en termes de bénéfices nets ici, 12% en moyenne. Donc, même si on a souvent tendance ici à regarder la croissance des revenus, parce que les revenus ne sont pas aussi croissants que ça, mais les marges vont avoir tendance à croître. Et si c'est le cas, soyons gentils, je vais rester à 15 fois les bénéfices. Je vais rester gentil, OK? Parce qu'on peut aller à 20 fois les bénéfices. Donc, je reste prudent ici, OK?
si on reste prudent et que ce qu'on attend ici se réalise, en fait, en date d'aujourd'hui, on nous demande de payer aux alentours de 122 $, une entreprise qui pourrait rapporter à peu près du 14,93 $ d'ici 2026. On me demande de payer 122 $ aujourd'hui, soit un rendement de 12%. D'accord? Donc, par rapport au prix actuel, disons que voilà, ça, à 15 fois les bénéfices, ça donne 223 $. Moins la dette nette, j'enlève la dette nette bien sûr, parce qu'on a quand même une dette nette assez, enfin, qui n'est pas assez, enfin, je dis qu'elle est assez élevée, mais en réalité, si on regarde bien, elle a les capacités de rembourser cette dette nette-là. Du point de vue volume, ça donne combien ici de dette nette? Dette nette du point de vue volume, on a à peu près quelque chose alentour de 15 milliards. Et vous allez voir ici que le retour sur capital investi a baissé tout simplement parce que le niveau d'endettement a augmenté justement pour faire des acquisitions. Et là, la priorité, c'est le remboursement de la dette. OK? Donc, on a ici une entreprise qui, en date d'aujourd'hui, on a une dette nette de 60 $. Rappelez-vous, 15 fois les bénéfices, ça donne combien? On a 14,93 $ à 15 fois les bénéfices. Moins, c'est combien? 58, on va mettre 60 $. Moins 60, on a un prix aux alentours de 164 $ à l'action. OK? Ça, c'est mon premier objectif. Et ça, c'est juste avec 15 fois les bénéfices. Donc, en date d'aujourd'hui, au prix actuel, ça pourrait être intéressant d'avoir du global payment. Elle paye un dividende. Il y a de grandes chances que ce dividende-là continue à croître. La priorité, c'est le remboursement de la dette. Ça, c'est la priorité. Maintenant, la croissance du dividende, c'est tant qu'on maintient ce niveau de bénéfices nets-là, c'est une certitude. On va le dire comme ça. OK? Donc, pour ceux qui recherchent un dividende stable et croissant dans le temps, ça pourrait être intéressant même au rendement actuel. Et comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas regarder le rendement actuel. Il faut regarder ici la différence entre le bénéfice net actuel, donc free cash flow, par rapport à ce que vous payez aujourd'hui. Donc, le bénéfice net actuel est attendu, bien sûr. Actuellement, on attend 14,93 $. On paye 122 $. Donc, si l'entreprise vous appartenait à 100%, vous auriez eu un rendement de 12% d'ici 2026. Est-ce que l'estimation de ces analystes-là est de plus en plus optimiste? On peut le voir ici, oui. 13,99 $, 14,93 $. OK? Donc, on a quelque chose, on a des attentes de plus en plus élevées. Donc, je peux me dire ici qu'il y a de grandes chances qu'on récupère nos sommes de départ si le business model a du sens. Et comme je l'ai dit, ça, c'est la partie quantitative. Maintenant, pour la partie qualitative, vous allez faire le travail nécessaire, OK? À savoir poser des questions, etc. Si vous n'arrivez pas à le faire, n'oubliez pas qu'en description, vous pouvez également trouver les différentes formations thématiques qu'on a, à savoir celles concernant la lecture des rapports financiers. Comment lire les rapports financiers? Qu'est-ce que je vais chercher du point de vue général? OK? Donc, ce n'est que mon avis ici et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper et je ne vous ai pas demandé d'aller acheter du global payment. Faites très attention. C'est la raison pour laquelle je vous ai mentionné que je détiens cette compagnie en portefeuille, OK, afin que vous puissiez savoir que je peux être très optimiste ici, alors que les choses sont en train de mal se passer. Donc, s'il vous plaît, gardez votre esprit critique allumé, on va le dire comme ça, en éveil, d'accord? Merci.